Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle des féculents, c'est une question qui revient tout le temps, vous voulez savoir s'il faut en manger, s'il ne faut pas en manger, qu'est-ce que c'est que les féculents? Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé, rendez-vous sur le site docteur.jean-michelcohen.fr. Les féculents, ce sont des aliments d'origine végétale qui contiennent de l'amidon. C'est-à-dire qu'ils contiennent des sucres complexes qu'on appelle plus communément les sucres lents. Sur le plan des apports nutritionnels, les féculents vont vous apporter essentiellement, la plupart du temps, des fibres, puisque ce sont des glucides complexes, je vais vous expliquer, de la vitamine B et surtout des calories qui sont nécessaires pour faire fonctionner le corps. Parmi les plus courants, je vais commencer par vous citer les légumineuses. Les légumineuses sont considérées effectivement comme des féculents. Ce sont les fèves, les haricots, les lentilles, les pois cassés. En bref, tous ces produits-là sont considérés comme des féculents, bien que leur appellation soit la plupart du temps légumineuse. Riche en protéines, en vitamines et en minéraux, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation considère que c'est un aliment essentiel dans la composition d'une nourriture pour les hommes. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les céréales. Vous les connaissez, les céréales. C'est le millet, l'orge, le riz, l'avoine, bref, tout ce que vous consommez, mais que vous prenez la plupart du temps sous forme transformée, quoique cette tendance consiste à diminuer. Les céréales, en fait, c'est une plante à graines comestibles. Quand vous prenez par exemple l'exemple du blé, le blé est une céréale dont nous consommons la graine, même si à partir de la graine, on extrait de la farine. Puis après, il y a une catégorie dont on ne parle jamais, ce sont les pseudo-céréales. Quinoa, sarrasin, chia, amarante. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une plante qui ressemble à une céréale, mais qui n'en est pas vraiment une. On les appelle les faux grains, parce qu'elles sont en général cultivées, non pas simplement pour la graine, mais aussi pour la feuille et pour la tige. On les mange la plupart du temps sous forme de farine, et elles sont utilisées pour composer des salades ou des plats principaux. Ces pseudo-céréales, elles présentent en fait les mêmes avantages que les céréales. Elles contiennent des vitamines, des minéraux et des protéines. C'est pour ça que ces produits sont particulièrement ces temps-ci à la mode. Leur particularité, c'est qu'elles sont, comme d'autres, vous le verrez, à indice glycémique bas. Je vous expliquerai dans quelques instants ce que ça veut dire. La grande qualité des pseudo-céréales, c'est en fait leur richesse en antioxydants. Et vous savez que les antioxydants, c'est des produits qui servent à nous éviter le vieillissement des cellules, donc à améliorer l'immunité, mais aussi à améliorer notre espérance de vie. Autre catégorie de féculents, c'est ce qu'on appelle les tubercules. En France, la plupart du temps, les tubercules, c'est les topinambours et les pommes de terre. Mais en fait, si vous allez dans d'autres pays, l'igname, le manioc sont considérés comme des tubercules et ils sont parfaitement consommables, tout comme le panais par exemple, qui revient très à la mode. Le tubercule, c'est quoi? En fait, c'est une plante qu'on va cultiver, mais là, cette fois-ci, la partie qu'on va consommer, c'est la racine. Quasiment les mêmes avantages que les autres produits, ça veut dire protéines, fibres, vitamines, et en particulier la vitamine B, quoique dans les tubercules, on peut retrouver également de la vitamine C parce que le tubercule vivant sous la terre, la vitamine C n'est pas oxydée. La teneur en fibres des tubercules est particulièrement intéressante parce qu'elle aide à ralentir l'absorption du sucre qui va passer dans le sang, ainsi que l'absorption de certaines graisses. Voilà pourquoi on les recommande. Au niveau des valeurs caloriques, il y a une très très grande dispersion. On peut dire que si je considère en poids cru les produits, on va aller de 300 calories aux alentours, en tout cas, comme par exemple les légumineuses, les haricots, les lentilles, etc., jusqu'à 86-90 calories pour la pomme de terre ou la patate douce, et en passant par des valeurs caloriques un peu plus importantes pour des produits intermédiaires, comme par exemple le manioc qui a 150 calories. D'où l'intérêt pour vous d'essayer de trouver, sauf si vous êtes abonné sur Savoir Maigrir, le produit que vous devez consommer en fonction du niveau de l'alimentation que vous avez décidé. Alors pourquoi je vous parle en permanence de sucre complexe et de sucre rapide et de digestion des sucres, etc. C'est parce qu'en fait vous avez deux catégories de sucre. Le sucre que vous connaissez, classique, le sucre, celui qu'on trouve dans les gâteaux, dans les confiseries, etc. Et les sucres complexes, je crois que vous commencez tous à savoir. Et la particularité des sucres complexes, c'est qu'ils contiennent en fait une chaîne de sucres. Le sucre le plus simple, c'est le glucose. Les sucres complexes sont des chaînes de glucose. Ça veut dire qu'il y a énormément de petits bouts de glucose qui s'agglutinent les uns aux autres. Donc quand vous avez plein de petites chaînes de glucose, ça s'appelle de l'amidon. Sauf que pour le digérer, vous êtes obligé de le dégrader progressivement. Comme vous le dégradez progressivement, vous sécrétez progressivement de l'insuline et donc vous n'avez pas
tous les effets négatifs d'une forte sécrétion d'insuline, comme on l'a avec les sucres rapides. Donc j'espère que vous avez compris, sucre rapide égale passage direct dans le sang, sucre complexe égale obligé de couper en petits bouts la chaîne d'amidon afin que le sucre passe dans le sang, ce qui ralentit la production d'insuline et présente l'avantage de ne pas nous faire des pics d'insuline, sujet dont on a régulièrement parlé ces derniers temps. On distingue en réalité deux types d'amidon, enfin plusieurs types d'amidon, les amidons à digestion rapide, les amidons à digestion lente et les amidons intermédiaires. Il y a deux grandes catégories d'amidon, c'est l'amylose et les amylopectines. Désolé, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Les amidons à digestion lente contiennent essentiellement de l'amylose. Ça signifie que pour les digérer, il va falloir 2 heures. Ce qui veut dire que pendant ce temps-là, le glucose passera tout doucement dans le sang et puis provoquera tout doucement des sécrétions d'insuline. L'intérêt de ces amidons, c'est pour ça qu'on vous parle des fibres, c'est qu'en général, quand on a beaucoup d'amidons, on considère qu'on a beaucoup de fibres. Eh bien, l'intérêt de ça, c'est justement la récupération des graisses, par exemple, et la récupération des sucres. Donc ça veut dire que non seulement on fait passer beaucoup plus lentement le sucre dans le sang, mais en plus on arrive à capter une partie du sucre et des graisses et à diminuer leur absorption, ce qui veut dire que ce sont des aliments qui sont particulièrement recommandés, contrairement à ce qu'on entend de temps en temps dans les diabètes et les maladies métaboliques qui posent des problèmes de lipides. Les aliments riches en amylose, c'est particulièrement les légumineuses. C'est pour ça que sur Savoir Maigrir, je précise régulièrement que je tiens à ce qu'on ait régulièrement dans les menus un peu de légumineuses qui apporteront de surcroît du fer. Ce qu'on appelle les amidons à digestion rapide sont des amidons qui contiennent à 70 ou à 80% de l'amylopectine. Donc il va se digérer plus rapidement que l'autre, donc un peu moins intéressant. Cette fois-ci, le sucre passera dans le sang dans un délai de temps d'à peu près 30 minutes. Ces produits-là, vous les connaissez. Ce sont en général la plupart du temps les produits transformés. Quand vous prenez par exemple une pomme de terre que vous avez cuite ou passée en purée, du riz blanc bouilli, des céréales que vous achetez pour le petit déjeuner, là on est dans le cadre de ce qu'on appelle les produits transformés, c'est-à-dire qu'on a changé la nature de l'amidon et on va trouver cette fois-ci beaucoup plus d'amylopectine et cette amylopectine est un peu moins intéressante pour la santé. C'est pas la cata, mais elle est un peu moins intéressante et c'est une des raisons pour lesquelles on essaye de limiter les aliments transformés. Le seul intérêt de ces produits, c'est finalement pour les sportifs. Et d'ailleurs, je remarque que les gens qui prennent de l'avoine, non pas sous forme de graines brutes, mais sous forme de céréales à base d'avoine, en fait, ils utilisent ces céréales à base d'avoine. Pourquoi ? Parce que c'est riche en amylopectine, donc il y a une digestion qui n'est pas ultra rapide comme les sucres rapides, mais qui se fait en 30 minutes, et ça peut leur rendre service pour leur exercice physique. La troisième catégorie, qui est ce que j'appellerais l'amidon résistant. Ça veut dire qu'il est formé essentiellement par des fibres qui ne seront pas du tout digérées. Ça veut dire qu'elles seront digérées par fermentation, par putréfaction dans l'intestin. Elles produiront quand même, c'est intéressant, des acides gras essentiels qui vont passer dans le sang et qui vont être utiles à notre organisme. C'est la pomme de terre si elle n'est pas bouillie, et c'est aussi également, par exemple, pour vous donner un exemple simple, la banane verte. Donc ce sont des amidons résistants. En substance, dans une alimentation normale, si on écoute les recommandations habituelles, en tout cas des plans santé publique, on est considéré apporter 50%, ça me paraît un peu trop pour moi, mais à peu près 50% de notre énergie sous forme de sucre lent. C'est ça qui nourrit notre corps. En fait, les sucres que vous consommez, ils vont se transformer, ils vont être utilisés tout de suite pour faire vivre les cellules, et une partie va être stockée et dans le foie et dans le muscle. 50% me paraît un peu beaucoup dans le cadre de l'alimentation normale et il faudrait privilégier justement les produits qui contiennent des amidons résistants, c'est-à-dire les pâtes à condition de les manger al dente, les pommes de terre, les légumineuses, le riz pareil al dente ou des riz noirs qui sont plus riches en fibres et à ce moment-là, vous pouvez les consommer sans être inquiet pour l'évolution de votre poids ou l'évolution de votre forme. Pour vous donner quelques chiffres, l'alimentation normale pour un homme, c'est 2400 calories. Si je dois manger 1200 calories sous forme de sucre lent, ça veut dire qu'en comptant grosso modo 4 calories par gramme, je suis obligé de prendre environ 300 grammes sous forme de sucre lent. Alors ça va se transformer, c'est relativement facile à faire, mais 300 grammes sous forme de sucre lent, ça veut dire par rapport aux produits que vous consommez. Par exemple, j'ai donné l'exemple à la télé régulièrement, un homme qui n'aurait pas de problème de poids et qui tient à avoir une stabilité de son poids et à se nourrir correctement, il pourrait manger jusqu'à 1,5 baguette par jour, à condition évidemment qu'il n'y ait ni pâtes, ni riz, ni pommes de terre. Ça serait le seul féculent qu'il prendrait. Ou alors il pourrait prendre un quart de baguette,
300 grammes de pâte ou de riz par jour, et on arrivera avec ça quasiment, pas complètement, mais quasiment à une bonne ration de produits. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les recommandations. Concernant la vitamine B, c'est quand même le constituant principal des féculents. Elle est très importante. Elle est importante pour l'activité musculaire, mais elle est également importante, notamment pour le sommeil. Dans les régimes, je donne souvent des féculents le soir. Et la raison, elle est simple, c'est qu'à l'intérieur des protéines que l'on a dans les féculents, on a un acide aminé qui s'appelle le tryptophane, qui est finalement le précurseur de la mélatonine. Voilà pourquoi les féculents ont la propriété d'apaiser les gens, donc ça crée un effet d'endormissement, même dans la journée, alors que les protéines ont pour effet de les réveiller. La problématique principale dans la cuisine pour les féculents, c'est les assaisonnements. Ça veut dire que quand vous prenez une pomme de terre bouillie et que vous mettez du poivre et du sel dessus, ça marche bien. Quand vous prenez une pomme de terre, que vous mettez de la crème à l'intérieur, ou même du fromage, ou que vous utilisez les recettes américaines, ça veut dire ces pommes de terre avec du cheddar dessus, vous avez plombé l'intérêt des féculents. C'est la même chose avec les pâtes. Les pâtes à la sauce tomate, ça passe très bien. Vous rajoutez à des antioxydants un autre antioxydant. Les pâtes à la carbonara, ça passe moins bien, et le riz, ça sera la même chose, un risotto ou bien un riz crémeux, c'est pas la même chose que du riz blanc que vous consommez, même si vous mettez un peu de soja dessus. Voilà pourquoi, retenez bien ça, les féculents font partie intégrante de l'alimentation normale et même des régimes, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On est obligé d'en consommer. Pour vous donner les rations exactes, dans des régimes modérément restrictifs, chez les femmes, je donne 100 grammes de féculents par jour en poids cuit et j'ajoute 40 grammes de pain. Chez les hommes, je double les rations, c'est-à-dire je donne 60 à 80 grammes de pain et 200 grammes de féculents. Ça, c'est dans le cadre d'une perte de poids. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous me faites des réflexions, vous me donnez des idées de commentaires et moi, je vous dis à bientôt les amis.